Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Forum. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle livraison qui sera consacrée à la santé. La santé, c'est de la dracunculose que nous allons devoir parler dans cette émission. Et pour en parler, nous avons fait appel au directoire du programme national de éradication de la dracunculose. Et nous avons donc sur ce plateau le docteur Serge Nkoy, qui est le directeur du programme. Docteur, bienvenue dans cette émission. Nous avons également le docteur Eric Bokabo, qui est lui chef de service surveillance épidémiologique. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Ruben. Et enfin, le docteur Théo Mboni, qui lui est coordonnateur de la division technique. Docteur, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Avec ces trois invités, nous allons devoir parler de cette maladie, mais pour en parler, donc nous allons devoir savoir c'est quoi la dracunculose et nous donnons donc la parole au docteur Serge Nkoy qui est le directeur du programme national d'éradication de la dracunculose. Docteur Serge Nkoy, c'est quoi la dracunculose parce que le terme paraît apparemment savant. Merci pour la question. La dracunculose, c'est une maladie tropicale. Négligé, il est placé dans ce groupe-là. Il est causé par un agent que nous appelons Dracunculose medinensis. C'est un agent qu'on retrouve dans les eaux, que nous utilisons comme eau de boisson. Quand la population ingère cette eau, et il sera contaminé, parce que cette eau-là contient les larves qui sont prises en charge par des cyclopes, et ça va continuer leur développement à travers les tubes digestifs de la personne, et jusqu'à la maturation des sévères au niveau du corps, et sévère va se loger préférentiellement au niveau des membres inférieurs, soit dans d'autres parties du corps, comme la peau scrotale, dans la peau qui couvre les testicules, les seins, les épaules, le bassin, et ainsi de suite. Et ça donne des invalidités. Ces invalidités viennent du fait de la douleur sous forme de chaleur, et ça présente des lésions cutanées sous forme de bile, où on verra même la présence du ver qui cherche à émerger. Alors, docteur Eric, cette maladie, on l'appelle également ver de Guinée. Pourquoi ver de Guinée? Bon, c'est juste suite aux époques passées, quand il y a eu esclavage. Alors, tous les Noirs qu'on amenait aux États-Unis d'Amérique développaient cette maladie. Et quand les Blancs voyaient comme ça, ils disaient voilà, ce sont des Noirs qui viennent de Guinée qui développent cette maladie, et c'est comme ça qu'on disait ver de Guinée. Ben après, il y a aussi, on dit dragono, pour faire allusion au dragon, parce que il y a un symptôme, un signe clinique de cette maladie qui ressemble vraiment à la chaleur du feu d'un dragon. Voilà, c'est ça. C'est ça même le nom dracunculose, ça vient de dragon. Comme le docteur Serge l'a dit, il y a donc des longs vers apparemment qui sortent des membres inférieurs, mais aussi d'autres parties du corps, comme l'a dit le docteur Serge. Mais au niveau de la République démocratique du Congo, parce que nous devons parler de notre pays, est-ce que depuis quand cette maladie a été dénichée ou détectée, ou on en parle depuis quand comme ça? En fait, le programme existe depuis 2002. Et s'il existe, c'est pour la simple raison que en 1991, l'OMS, qui s'était réunie en assemblée à Genève, a eu à décider de cibler la dracunculose pour être éradiquée de l'échiquier mondial. Comme vous le savez déjà, la dracunculose est en phase d'être éradiquée, en phase d'être la seconde maladie après la variole à être éradiquée. Alors, la RDC ayant ratifié la résolution, parce qu'il s'agissait là de la 44e Assemblée mondiale de la santé, à laquelle la RDC a participé et a eu à ratifier cette résolution, et pour respecter ses engagements, elle a eu, par le biais de notre ministère des tutelles, à créer par arrêté ministériel le programme national d'éradication de la dracunculose en 2002, comme je l'ai dit. Et pour ce faire, il fallait que le programme se conforme aux critères de certification de l'éradication de la dracunculose. Alors, en ce qui nous concerne, il y en a trois. Il faut d'abord que la RDC apporte les éléments de preuve de l'absence de la maladie.
sur toute l'étendue nationale. Il faut que la RDC apporte les éléments de preuve par rapport à un système de surveillance qui soit fonctionnel à tous les niveaux. Et il faut aussi que la RDC soit capable d'endiguer, de prendre en charge et vite endiguer un cas qui soit importé d'un pays voisin endémique. Pour la simple raison que vous le savez, la RDC fait frontière avec 9 pays. Et parmi les 9 pays, nous en avons 2. Entre autres, l'Angola et le Soudan du Sud, qui sont des pays encore endémiques. Et il y en a 5, et nous avons 2 qui sont endémiques. Et il y a aussi les influences migratoires des peuples Peul, des Tchadiens, qui viennent chez nous au travers de nos différentes frontières. Et les Mbororo, ce sont eux qui traversent nos frontières en quête vers pâturage pour faire paître leur bétail. Donc, voyez-vous, toute la problématique, même pour la surveillance transfrontalière. Alors, qu'est-ce que la RDC a fait? Depuis la création du programme en 2002, sous l'appui ou avec l'appui à la fois du gouvernement, mais surtout de l'OMS, la RDC, par les biais de son programme national, a eu à organiser plusieurs missions de recherche active des cas. Pourquoi? Parce que la surveillance, nous passons par deux voies. Il y a la surveillance passive. Là, c'est à travers tout un système. J'en ai fait allusion tout à l'heure, qui est déjà mis en place, soit par la SIMR, soit par les SNIS. Et la surveillance active, là, c'est vous qui allez au contact de la communauté pour rechercher activement ces cas au sein de la population. Alors, il y a eu plusieurs vagues d'émissions de recherche active qui ont ramené des spécimens. Et ces spécimens-là ont été envoyés, en tout cas c'est une dizaine qui ont été envoyés aux États-Unis, à Atlanta, parce que les labos de confirmation des génies génétiques s'y trouvent, à CDC Atlanta. Et là, on a eu des réponses, et malheureusement, ces réponses-là se sont avérées pour tous les spécimens envoyés ne pas être des cas de dracunculose. Et étant donné que pour arriver à la certification, il y a au moins 4 phases. Il y a la première phase qui est la phase d'intervention. Là, vous êtes endémique, tel les cas de l'Angola, tel les cas du Tchad, des autres pays qui sont endémiques. Après, vous avez encore la seconde phase qui est la phase pré-certification. Vous avez la phase post-certification et puis vous avez la phase d'éradication à échelle mondiale. Alors, qui de la RDC? La RDC se trouve en phase pré-certification. Je pense que le docteur Eric l'a dit tout à l'heure. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, en tout cas, la RDC n'a notifié aucun cas de dracunculose en dépit de tout ce qu'on fait comme travail. Donc, on investigue des rumeurs, toute information qui nous montre tout en étant prétendant être un cas de dracunculose. En tout cas, nous investiguons et s'il y a des spécimens, nous les extrayons et envoyons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, curieusement, on n'a plus eu de cas depuis l'accession du pays à l'indépendance. Et de ce fait, comme on a eu à interrompre la chaîne de transmission pendant au moins 3 ans, il y a eu 0 cas confirmé. Alors, la RDC se place dans le groupe des pays historiquement endémiques. Et de ce fait, hérite du statut des pays en phase de pré-certification. Alors, comme on est en phase de pré-certification, il y a certaines activités que l'on doit entreprendre. Donc, j'ai parlé de la recherche active des cas. Il y a aussi la mise en place d'un comité national pour la certification de l'éradication de la dracunculose, en sigle SENCED, qui doit être mis en place parce que c'est ce comité-là qui est censé accompagner le programme pour la production d'un rapport à soumettre à l'OMS pour obtenir la certification. Très bien. Alors, docteur Serge, depuis l'indépendance, comme l'a dit le docteur Théo, il n'y a aucun cas confirmé. Mais pourquoi la RDC n'est toujours pas certifiée comme pays où la maladie est éradiquée? Est-ce que le processus-là, il prend trop de temps pour que le pays soit certifié? Vous savez que notre pays a des dimensions continentales, avec une superficie que vous connaissez. Et pour aller dire d'emblée que cette maladie n'existait pas, il faut vraiment fouiller.
Et vous savez aussi très bien que notre pays regorge à son sein 52% de l'hydrographie de toute l'Afrique. Et cette maladie plutôt, suit les cycles hydriques. Donc il nous faut vraiment fouiller. Parce que nous avons à peu près 518 zones de santé dans notre pays, mais les enquêtes que nous avons menées, c'est à peu près dans 32 et ça fait 10%, 6%. Ça ne représente pas la totalité de notre pays. Nous voulons vraiment être plus scientifiques et être corrects envers nous-mêmes. Donc il nous faut encore continuer les recherches pour arriver à dire un jour qu'il n'y en a pas. Oui, il y en a. Parce que dans les sondages que nous faisons, quand nous posons parfois la question, même les téléspectateurs qui nous suivent, d'autres, ce sera leur première fois d'entendre parler de ces mots vilains-là, dracunculose. Donc, il nous faut continuer à sensibiliser la population sur les signes éventuels qui peuvent nous donner l'idée sur cette maladie. Et les systèmes d'alerte, c'est-à-dire au cas où ils tomberaient devant des signes comme ça, d'annoncer au centre ou la structure sanitaire la plus proche pour que la personne soit prise en charge. Mais quand on prend en charge la personne, le traitement, c'est seulement l'extraction de ces vers. Et ces vers, c'est un long vers qui ressemble aux spaghettis, mais qui peut atteindre plus d'1 mètre de longueur. Alors, il faut extraire ces vers-là et l'emballer correctement, c'est-à-dire dans un bocal contenant de l'alcool, que les structures sanitaires, la zone de santé ou les divisions provinciales de santé achemineront les spécimens au niveau de notre programme et nous, de concert avec l'OMS, nous allons l'envoyer au CDC Atlanta aux États-Unis. Et c'est seulement ces laboratoires-là qui est censé, qui a le mérite de dire que c'est ça la dracunculose ou pas. Nous avons tissé des liens avec l'INRB, nous avons tissé des liens avec l'université pédagogique nationale par son département de la médecine animale, parce que ça ne concerne non seulement les humains que nous sommes et les animaux aussi, parce que les animaux s'abreuvent aussi dans les mêmes sources que les humains parfois, et de même cette maladie, c'est ce que nous avons dit, les larves de dracunculose sont parfois aussi avalées par des poissons, et ces poissons-là sont pris par des pêcheurs. Et quand on les prépare pour la cuisson, on enlève les entrailles, on jette les chiens, les chats et tous ces mondes-là, les animaux viennent manger ces entrailles-là et ils sont aussi contaminés par cette maladie-là. Donc il nous faut de commun accord avec les structures qui s'occupent de la médecine animale et que nous puissions travailler la main dans la main pour mettre la main sur des éventuels cas pour arriver à dire oui ou non, c'est ça. Mais nous avons dit que il y a plus de 3 ans, ils ont fait des recherches actives et il y a eu à peu près plus de 7 rumeurs. Mais depuis que nous avons intensifié la communication de proximité, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà plus de 40 rumeurs, vous voyez. Et bien nous rencontrons, nous butons devant des difficultés. Parfois, les spécimens se perdent en cours de route parce que vous savez, même pour atteindre un coin de très loin, en tout cas dans tous les coins. Il y a même ici à Maluku 1, Maluku 2, il y a eu des rumeurs. Dans le Maïndombe, il y a Banzomouké, à Kingabwa ici, il y en a eu. Parce que même à Kinshasa ici, nous avons des coins ou des zones urbano-rurales où ils ne sont pas connectés au réseau de la régie des eaux, où on pourrait parler de l'eau potable. Et ils se prennent en charge avec des eaux stagnantes, des eaux que nous pouvons qualifier être suspects de contenir le Dracunculose medinensis. Voilà, on va marquer juste une petite pause. Vous avez organisé il y a quelques jours une matinée d'information et de sensibilisation par rapport à cette maladie toujours. Et nous allons faire appel à notre consoeur Geneviève Mizeguele qui a couvert ce reportage pour nous. Et on va revenir juste après ces reportages. Au lendemain de la prise de fonction de l'actuelle équipe dirigeante du Programme national d'éradication de la dracunculose PNED, récemment nommé par le ministre de la Santé publique, il était question de réunir les agents et cadres nouvellement affectés au sein de ces programmes pour une séance d'information à caractère pédagogique. Intervenant à cette occasion, le docteur Théo Mboni, cadre au PNED, est intervenu pour éclairer la lanterne autour de tout ce qui entre en ligne de compte dans le processus d'éradication de la dracunculose, qui est une maladie mortelle.
Quand on dit programme national d'éradication de la drépanocytose, il y a tout un paquet d'activités qui sont mises en œuvre pour arriver à un objectif. Et l'objectif ici, c'est lequel? C'est bien entendu d'amener la RDC, notre beau pays, à être certifié indemne de la drépanocytose ou la maladie de ver de Guinée. Prouver que la maladie n'existe pas en RDC, prouver qu'en RDC, on a un système de surveillance fonctionnel sur toute l'étendue du pays et à chaque niveau, c'est-à-dire au niveau opérationnel. Là, vous entendez les hôpitaux généraux de référence, les centres de santé ou autres, au niveau intermédiaire, au niveau des divisions provinciales de santé, et ainsi qu'au niveau national. Donc, à chaque niveau, il faut que la surveillance soit de mise et prouvée. Cette matinée d'information a été d'une importance capitale, comme le témoigne l'une des participantes. Cette matinée a été très importante parce qu'au stade où nous sommes, la RDC est dans sa phase de pré-certification, d'où il fallait échanger pour voir les avancées, pour les prochaines étapes pour la certification de l'éradication de cette maladie en RDC. Au cours des échanges, le directeur général du programme national de la drépanocytose, Dr Serge Nkoyi, a profité de cette occasion pour interpeller les membres nouvellement affectés au PNED sur les aspects administratifs et la conduite lors de l'exécution des différentes tâches au sein de ces programmes. Nous sommes un programme national et il revient à tout un chacun de nous de prendre sa part de responsabilité pour aider que ce programme reflète l'image de l'idée de sa création et aider les pays à aller de l'avant. Non seulement les pays en particulier, mais le monde en général. Nous voulons insister sur l'organisation administrative dans ces programmes. Nous insistons aujourd'hui que l'administration doit être solide. Nous voulons que cet organigramme soit bien présenté à l'image des affiches des systèmes de récompense monétaire que nous voyons tout autour de nous, et que ça soit affiché partout où se trouvent les activités de notre programme. Je voulais que tout un chacun de nous, par rapport à ses capacités, de donner le meilleur de lui-même pour l'avancement de ces programmes. Aujourd'hui, nous sommes en train de vous rappeler les principes fondamentaux qui régissent les nations ou les bonnes organisations dans le monde. Il s'y est de signaler que le PNED a mis en place un système de récompense monétaire à hauteur de 400 $ américains au profit de 4 personnes intervenant dans les processus d'investigation de la drépanocytose dans le but d'inciter la communauté à la surveillance des cas de cette maladie en République démocratique du Congo. Voilà, c'était donc là la matinée d'information et de sensibilisation sur la drépanocytose. C'est cette maladie donc qui est à l'avant-plan dans cette émission. Docteur Eric, vous avez parlé tantôt de tous ces aspects qui sont liés donc à cette maladie, mais aujourd'hui, s'il faut parler de sa lutte ou de son éradication, quels sont les aspects qui sont plus mis en avant pour que la RDC, comme l'avions dit tantôt d'ailleurs, que la RDC soit déclarée pays où la maladie est éradiquée, certifiée. C'est le processus de certification, processus dans lequel où nous sommes. Tantôt j'ai dit qu'avant l'indépendance, il y a eu 518 cas confirmés de cette maladie ici chez nous. Alors pour dire vrai, pour porter la connaissance à tout le monde, même ces cas-là, nous n'avions pas eu de documentation. Il fallait aller à Anvers pour avoir ces informations-là. Et depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu aussi de cas. Et pour arriver à certifier, vous allez comprendre qu'il faut une bonne archivage. Tantôt on a dit il faut des preuves, des critères de certification. Il faut avoir des preuves de la maladie, l'absence de la maladie, des preuves d'un système de surveillance fonctionnelle, des preuves d'aucun risque de réintroduction de cette maladie ici. Alors, c'est pas en parlant comme ça que nous allons montrer à l'OMS, voilà, nous n'avons rien trouvé et puis certifier l'éradication ici. Non, non, il faut apporter des preuves, des données scientifiques qui prouvent vraiment qu'il n'y a pas cette maladie ici. D'ailleurs, en 2007, il y a eu soumission
d'un rapport national pour demander la certification de cette maladie, de l'éradication de cette maladie ici chez nous. Mais l'OMS a rejeté cette demande-là parce que dans ces rapports, il n'y a eu que quelques enquêtes dans 2-3 provinces. C'était la province orientale à l'époque, donc où elle est maintenant là, et Ituri, où on a mené quelques enquêtes, et puis on dit que voilà, sur toute l'étendue de la RDC, il n'y a pas la maladie. Donc vous voyez que c'est ça le grand travail que nous avons. Il faut montrer que la maladie là n'existe pas. Dans notre système de surveillance, voilà, toutes les provinces rapportent 0 cas. Voilà, la population connaît la maladie à plus de 50%, voire arriver à 80%. Donc c'est un grand travail que le programme doit effectuer pour arriver à demander la certification de cette éradication. Alors, il faut sensibiliser, il faut informer. Docteur, quelles sont les stratégies mises en place pour sensibiliser effectivement la population, pour donner l'information à la population sur cette maladie et peut-être les modes de prévention, parce que bon, vous avez parlé du traitement, il faut extraire le verre, mais par rapport à la sensibilisation, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour que l'information arrive bien sûr à la population? La première des choses, comme nous le disons, la meilleure médecine, c'est la prévention. Il faut arriver à faire connaître aux gens comment se prévenir pour ne pas tomber dans les cas. Peut-être en ce moment, la médecine curative ne donnera pas d'issue favorable. Nous conseillons à la population de prendre de l'eau potable, alors de faire de son mieux pour s'abreuver dans des sources qui sont aménagées. Les communautés doivent s'organiser pour aménager leurs sources d'eau et puis ils doivent filtrer l'eau qu'ils veulent utiliser comme eau de boisson ou utiliser les désinfectants qui sont maintenant usuels presque partout, qui désinfectent l'eau. Mais dans certains cas, on demande aussi aux gens de jeter des insecticides comme Temephos, mais ça a aussi des implications terribles parce que ça détruit non seulement les larves des dracunculoses, mais d'autres espèces aussi. Et là, je crois que les environnementalistes que vous êtes vous-même, vous n'accepterez pas qu'on puisse décimer les êtres vivants dans les eaux comme ça. Donc l'utilité, c'est plus de filtrer l'eau, de bouillir l'eau, de mettre des désinfectants d'eau que nous utilisons pour boire et d'aménager les sources d'eau. Et puis, en plus de cela, il faut divulguer l'information. Si vous vous rencontrez devant un cas suspect avec la définition de notre cas, la définition c'est quoi? C'est la présence des éruptions cutanées, surtout au niveau des membres inférieurs, mais partout aussi dans le corps. Ça se présente sous forme de bulles, avec présence d'un ver qui cherche à sortir à travers ces bulles-là. La bulle, c'est comme quelqu'un qui vient de se brûler et il y a la formation d'une petite peau au-dessus avec des liquides à l'intérieur. C'est translucide et à l'intérieur, vous pouvez voir la queue ou l'extrémité caudale du ver qui cherche à faufiler, à sortir. Et quand il cherche à sortir, c'est-à-dire vous avez des douleurs et ces douleurs vous poussent à aller plonger les membres concernés, là où est logé le ver, dans l'eau pour atténuer la douleur. Et quand vous essayez de plonger votre membre dans l'eau, et le ver en profite pour sortir et expulser encore de nouveau des petits vers que nous appelons des larves. Donc lui, il expulse pas les œufs, mais plutôt les larves. Et les larves là sont des petits vers et qui continueront à vivre et qui seront prises en tenaille par d'autres espèces comme des cyclopes. Cyclopes comme des crevettes minuscules et microscopiques et qui seront encore pris par les humains en buvant l'eau qui est contaminée. Donc il faut essayer de casser ces cycles-là. La personne qui est concernée, il faut l'empêcher d'entrer en contact avec l'eau que la population utilise, mais on peut faire les tests que nous appelons les tests d'immersion contrôlée, c'est-à-dire prendre, si c'est le membre inférieur qui est concerné, où nous avons des lésions, nous allons plonger les membres inférieurs dans un bassin contenant de l'eau. Là, nous verrons le ver en train d'essayer de sortir pour essayer de pondre encore, si je peux utiliser le mot pondre, le verbe. Mais en ce moment, on va l'extraire en la roulant délicatement dans une baguette ou cure-dent ou tigette, tout ce qui est comme tige d'allumette ou quoi là, et l'extraire progressivement. Il faut éviter qu'il se coupe, parce que s'il se coupe, il y a aussi des complications, c'est-à-dire la surinfection, parce que là où il sort, c'est comme une plaie.
Et ça forme une plaie et ça va se surinfecter. Ça peut même se transformer en un tétanos et vous comprenez les complications qui vont en découler, c'est la mort. Alors tout en complétant le docteur Serge, docteur Théo, apparemment les dangers existent encore par rapport à tout ce que le docteur vient de dire, mais que faire aujourd'hui pour que réellement cette maladie, c'est vrai qu'il n'y a pas de cas confirmés depuis l'indépendance, mais aujourd'hui nous sommes dans une théorie, dans une méthode de sensibilisation, d'information et d'éducation de la population par rapport à cette maladie au niveau technique, parce que vous vous occupez de la coordination technique. Oui, merci beaucoup, Monsieur Ruben. Pour rebondir, je pense que le directeur a été très précis dans son intervention de tout à l'heure, mais je voudrais juste compléter un aspect parce que dans son intervention précédente, il a mentionné le fait que la maladie n'affecte pas que les humains, elle affecte également les animaux, notamment les chiens, les chats, et voire même les babouins. Alors, par rapport à cela, nous recommandons, étant donné que les animaux attrapent la maladie, soit en mangeant les boyaux des poissons qui sont contaminés, et nous recommandons, lorsqu'on est en train de faire la cuisson, d'enfouir profondément les boyaux des poissons. Et également pour certaines communautés qui consomment la grenouille est aussi consommatrice de ces cyclopes qui ingèrent les larves du parasite, de bien cuire le repas, c'est-à-dire les grenouilles, voire même les poissons, avant de les consommer. Alors il y a aussi, toujours dans la stratégie de lutte, il y a aussi un système qui est mis en place depuis 2016 et que nous appelons système de récompense monétaire des cas de dracunculose. Ce système a pour avantage d'amener la population à rapporter des cas. Alors, il consiste à la rémunération d'au moins 4 personnes qui sont intervenues dans la détection et la prise en charge du cas. Alors, parmi ces personnes, on a premièrement l'informateur, c'est-à-dire la personne qui vous amène l'information. La deuxième personne, c'est le malade lui-même. La troisième personne, c'est l'agent de santé qui prend en charge le patient, qui extrait les verres. Et la quatrième personne, là, c'est le médecin chef de zone. Il est en charge de la juridiction. Alors, je voulais juste préciser un élément, c'est qu'au début, le montant global à octroyer était de $400 qui devait être partagé entre les quatre intervenants à raison de $100 chacun. Mais là, on est en train de passer de 400 à $1000, soit $250 à chacun. Voyez-vous, c'est toujours pour booster. Voilà, pour booster la surveillance, étant donné qu'on n'a pas jusque-là eu à notifier des cas qui soient confirmés. Parce que l'idéal dans cette histoire, c'est de pousser tout le monde à la recherche. Parce que nous-mêmes, le programme, nous saurons être omniprésents à travers l'étendue de ces pays et aux dimensions continentales. C'est pousser tout le monde. Et cet argent, 250 pour le patient souffrant de la dracunculose, $250 pour celui qui va donner l'information à la structure sanitaire la plus proche, ou ça peut être le malade lui-même qui peut aller dire à la structure que moi, je vois des signes, est-ce que ça peut être la dracunculose? En ce moment, il sera rémunéré doublement. Et la personne qui va extraire le verre et la zone de santé concernée. Et en plus de cela, notre souci, c'est que nous puissions arriver à dire si c'est oui ou non cette maladie existe. Parce que vous avez parlé du phénomène Mbororo ici, mais actuellement les pays qui rapportent plus de cas, c'est le Tchad. Et ces bétails-là, ces troupeaux viennent de là et ça remonte juste dans notre pays. Vous comprenez que nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés. Alors il faut encore fouiller plus loin, dans le fin fond du pays pour arriver
à dire un jour que cette maladie n'existait pas, alors à ce moment, nous serons certifiés et l'OMS arrivera un jour pour le reste des pays. Il ne reste qu'à peu près 6 pays sur les 188 pays qui étaient concernés dans cette maladie, et pour elle déclare plutôt la deuxième maladie après la variole, la dracunculose, comme étant éradiquée dans le monde. Voilà, docteur Serge, vous êtes le directeur du programme national d'éradication de la dracunculose. Nous avons donc parlé de la lutte contre cette maladie, mais surtout dans le processus d'éradication de la maladie. Que dire pour boucler cette émission? Nous sommes déterminés pour l'éradication de cette maladie à travers le monde, mais nous avons des besoins, et surtout, comme on a dit, des partenaires pour nous appuyer, parce que les moyens financiers font défaut de temps en temps pour faire correctement notre travail. De même, nous demandons la collaboration de toutes les structures, surtout la pyramide sanitaire de notre pays, les zones de santé, les divisions provinciales de santé, les programmes, parce que nous ne travaillerons pas seuls. Nous travaillons avec les structures qui s'occupent de la médecine animale. De même, nous travaillons avec les autres programmes du ministère de Santé qui nous aident, et pour que nous puissions toujours conjuguer les efforts afin de mettre hors de nuire cette pathologie pour la population humaine et animale aussi. Docteur Serge, merci. Docteur Eric, docteur Théo, merci. Vous êtes donc les membres du directoire du programme national d'éradication de la dracunculose. Mesdames et messieurs, c'est de cette maladie que nous avons parlé dans cette émission. Nous reviendrons encore dans nos prochaines éditions pour marteler, parce qu'il faut informer, il faut sensibiliser, il faut éduquer la population par rapport à la lutte contre cette maladie pour que nous puissions réellement l'éradiquer en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission, qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.